Bonjour à tous, c'est Despy 999, DSPEE 999. Bon bah écoutez, c'est mon huitième motovlog, c'est ça, un petit V. Donc en préambule de cette nouvelle vidéo, je voudrais remercier infiniment le motovlogueur Motovlog France, qui fait pour moi des super vidéos comment dire, sur les situations accidentogènes qu'on peut rencontrer, donc toutes les situations dangereuses où justement chacun de nous en tant que motard peut se prendre sévèrement une gamelle, et il en fait une analyse des plus justes, des plus pertinentes, basées sur des faits carrément scientifique, voilà, on peut carrément le dire. Et puis c'est pas pour donner une leçon de morale du tout, c'est bien pour protéger, préserver comment dire, nos vies sur les routes, et je trouve qu'il fait un excellent travail. Voilà, ça c'est pour Motovlog France. Alors je voulais aussi le remercier, pourquoi parce qu'il a aussi un petit peu bien parlé de moi à la fin de sa vidéo, où il me décrit comme le motard le plus sage sur YouTube. Bon, je sais pas si je suis le plus sage, tout ce que je sais c'est que je suis assez responsable, sérieux, et que j'ai surtout aussi, moi aussi, envie de prendre soin, de faire attention à tous ces jeunes motards qui sont souvent un petit peu inconscients, qui sont mal équipés et qui font des fois n'importe quoi. Alors effectivement, c'est pas une généralité, il y a plein de jeunes motards qui font très bien ce qu'ils ont à faire, qui sont bien équipés, qui ont, comment dire, une moto en très bon état, ou un scooter ou une mobilette, et qui ne font pas partie de cette catégorie-là. Voilà, je voulais aussi vous parler du petit Mink. Vous savez, j'avais fait dans ma 7e vidéo comment dire, une petite sortie, j'en ai fait 2 d'ailleurs, avec Mink, et il vient de sortir sa chaîne, donc qui commence déjà pas trop mal. Il va comment dire, faire des sujets sur la vision qu'il a de la moto et du motard en général, au vu de son âge et de sa petite cylindrée. Je trouve ça très intéressant, comme ça on aura un petit peu le point de vue de plusieurs personnes. Il y avait mon point de vue sur moi en tant que motard gros cube et quarantenaire, et puis son point de vue à lui, jeune motard de 17 ans, ça peut être très intéressant aussi. Et vous remarquerez que nos deux avis se croisent assez positivement. Voilà, ça c'était comment dire, la petite place à la dédicace. La dédicace sincère et vraiment amicale en plus. Voilà, donc sinon, une petite page vite fait sur mon injection, donc c'est pas top les résultats, donc j'en ai une prochaine le 22, on verra bien, et puis sinon c'est direction de neurochirurgien pour voir ce qu'on fait pour mon dos. Voilà, j'en parle pas plus parce que ça me saoule déjà, c'est comme ça, donc voilà. Sinon, je vous avais dit dans la dernière vidéo, dans l'ancienne, dans celle d'avant, je vais y arriver, que je voulais parler de mon métier. Donc je vais l'intituler le motard éducateur spécialisé, parce que je suis un motard, et puis je suis aussi un éducateur spécialisé. Alors c'est pas une étiquette, ça c'est certain, mais voilà, je vais l'intituler comme ça, le motard éducateur spécialisé. Alors on va commencer un petit peu par la genèse, si on peut dire, de pourquoi, du comment j'ai pu devenir éducateur. En fait, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, je crois que c'était dans ma première vidéo, mais j'ai dû le redire dans d'autres vidéos, je viens de région parisienne. Alors j'ai habité dans le 20e, dans le 93, j'ai un peu traîné un peu partout en fait en région parisienne, et donc je suis issu des petites cités, comme on peut dire, et écoutez, on peut très rapidement tomber dans l'oisiveté, et quand on tombe dans l'oisiveté, on peut commencer, et donc aussi dans comment je pourrais dire, dans le fait de ne pas trop croire en l'avenir, on peut très vite tomber dans la délinquance. Alors j'ai eu cette chance, moi, de faire du sport, de faire beaucoup de sport, énormément de sport, et j'avoue que ça m'a un petit peu sorti de tous ces marasmes où on s'enfonce un petit peu et où on ne croit plus trop grand chose, on ne croit plus en la citoyenneté, en certaines valeurs, parce qu'on n'est pas trop, des fois, reconnu, on est illégitime, défavorisé, désabusé, et donc le sport m'a fortement aidé. Voilà, donc vers les 17 ans, alors il faut savoir un truc, c'est que quand j'étais avec mes potes, j'avais très souvent cette envie de mener, de fédérer, alors pas dans le sens faire le patron, hein, pas du tout, mais dans le sens organiser un petit peu des sorties, des activités sportives et physiques, sorties culturelles, aller au cinéma,
pas faire autre chose que faire de la merde et faire des conneries. Et j'aimais bien un petit peu aller chercher tous mes potes pour leur donner un peu cette envie-là, quoi. Très rapidement, les éducateurs de rue qui avaient dans le centre socioculturel où j'étais m'ont un petit peu repéré ça chez moi et m'ont proposé de passer le BAFA. Donc j'ai passé le BAFA, en plus gratuitement, donc c'était sympa, que j'ai eu. Et donc je suis devenu animateur socioculturel de quartier à 17 ans et demi. Donc j'étais toujours à l'école, mais j'étais déjà animateur socioculturel. Alors animateur socioculturel, ce n'est pas que, surtout dans les quartiers, ce n'est pas que organiser les activités. Et malheureusement, c'est aussi gérer plein d'autres choses, des problèmes justement sociaux, des problèmes dans les familles, économiques. Donc on fait un peu ce qu'on peut, on fait de l'aide aux devoirs, comment dire, on aide les parents qui ne parlent pas très bien de français dans leur démarche administrative, bon, plein de choses comme ça, un petit V. Voilà, donc un boulot pas si facile que ça, parce que il n'y a évidemment dans l'animateur socio-culturel, il y a le culturel, mais évidemment il y a le social. Voilà, et puis de fil en aiguille, j'ai fait plein d'autres boulots aussi, passer le bac, et puis j'ai fait, bon, je ne vais pas vous raconter ma vie professionnelle, bon, il s'est avéré qu'après, à un moment donné, donc je suis devenu éducateur spécialisé, parce que si je commence à raconter ma vie, on en a pour 250 ans. Donc je suis devenu éducateur spécialisé, et puis ma vie familiale a fait que je suis parti de la région parisienne pour m'installer en 98-99 en Normandie, à côté de Caen. Donc c'est déjà pas la même population, même s'il y a effectivement des quartiers aussi assez chauds dans la périphérie caennaise. Mais faut avouer que ça fait un grand bien, déjà le fait de quitter Paris, parce que Paris c'est le bordel, ça pue, c'est la pollution, c'est le stress, métro, boulot, dodo. Donc rien que ça déjà c'était super positif pour moi. Voilà, donc écoutez, moi je travaille dans un foyer, je ne vais pas vous donner le nom, je ne vais pas vous dire où c'est. Moi ce que je vois dans le travail d'éducateur, c'est quoi? Donc éduquer. Éduquer, ça vient de la racine latine, ex, qui veut dire hors d'eux, et ducere, je crois que c'est conduire. Donc conduire hors d'eux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est plus les tuteurs, on n'est plus les guides, mais on apprend à ce que la personne puisse justement se comporter, se conduire d'elle-même hors du chemin qu'on lui a déjà plus ou moins prétracé. Donc éduquer, ça veut dire permettre à la personne d'avoir les moyens, d'avoir les outils sociaux, de pouvoir faire sa propre vie, libre de choix, libre de pensée, et de devenir un vrai acteur citoyen dans cette société, même si on sait très bien qu'on n'est pas toujours l'acteur citoyen qu'on veut être, parce que cette fameuse démocratie, elle est sérieusement à remettre en question, surtout à l'heure actuelle. Donc voilà, en gros, déjà étymologiquement, éduquer c'est ça, et moi je suis entièrement d'accord avec cette définition qui me va très bien. Salut mec. Voilà, donc moi je travaille avec les jeunes en difficulté, qu'on peut appeler aussi les jeunes difficiles, qu'on peut appeler aussi, alors il faut faire attention, mais qu'on peut appeler aussi jeunes délinquants, même si tous les jeunes en difficulté ne sont pas des délinquants. Toutefois, dans mon parcours d'éducateur, j'ai travaillé, j'ai évolué avec beaucoup de jeunes qui avaient posé des actes délictueux, donc on considère comme délinquants, même si moi je n'y mets pas l'étiquette délinquant. Comme j'ai déjà dit une fois à une juge, vous savez madame la juge, nos jeunes ils sortent pas du ventre de leur mère avec une casquette retournée et un doigt d'honneur. Il y a bien à un moment donné quelque chose qui fait que des critères sociaux, des événements sociaux qui font que le jeune dérive et commence à faire n'importe quoi. Même si jamais, j'ai bien dit jamais, enfin en tout cas ce que je veux dire par là, c'est que je condamnerai toujours leurs actes, toujours actes délictueux, même si je suis capable de les comprendre, même si je suis capable de comprendre le cheminement qui a fait qu'ils sont passés à ce fameux justement passage à l'acte délinquant. Voilà, donc je travaille avec ces jeunes-là depuis un paquet d'années, vraiment un paquet d'années, je viens d'avoir 44 ans. J'ai d'ailleurs, en aparté, fait une formation de formateur dernièrement que j'ai réussi, et donc j'espère dans les années à venir devenir formateur pour pouvoir un petit peu justement aider nos tout jeunes éducateurs à pouvoir être le plus opérationnel possible, le plus crédible possible, et je dirais même le plus légitime possible, parce qu'avoir un diplôme ça veut rien dire. On n'est pas ce qu'on fait, on fait ce qu'on est. Ça c'est très important. Un petit V. Là, quand il fait beau, il y a plein de motards, c'est super sympa.
Donc voilà, j'ai un petit peu doublé parce que je n'avance pas à grand chose. Hop là. Voilà. Donc, alors pourquoi je fais ce métier-là? Je crois que l'envie que j'ai eue surtout, j'ai toujours été quelqu'un qui souffre peut-être un peu plus pour moi que pour les autres. Et je trouve que c'est un tel gigantesque gâchis que tous ces gamins qui pourraient faire plein de choses de positives, plein de projets, finalement soient réduits à peu de choses, parce qu'ils viennent d'un quartier, cette fameuse étiquette, parce qu'ils sont d'origine étrangère, ça aussi ça existe. Alors c'est pas parce que, attention qu'on soit clair, c'est pas parce qu'on est étranger que tout est perdu, ils ont aussi la possibilité, et ça je leur dis toujours, de se bouger le cul. C'est pas parce qu'on a des tares sociologiques, c'est-à-dire venir d'un quartier tout pourri, des UP et tout ça, ou parce qu'on est d'origine étrangère qu'on est condamné à l'échec. Ça, c'est faux, je veux pas l'entendre, ça me va pas du tout. Mais il y a une réalité quand même, c'est qu'il y a quand même un phénomène assez discriminatoire en France, et que effectivement, malgré le fait que la plupart de ces jeunes essayent de se bouger le cul, il y en a qui restent sur le carreau. J'avais l'exemple d'un copain à moi, qui était d'origine tunisienne, c'était l'exemple de la cité, bac S à 17 ans, il fait des études pour devenir avocat, je crois. Ouais, enfin en tout cas dans le droit. Et il avait des stages à faire, et jamais il a pu réaliser un stage parce qu'il venait d'un quartier et qu'il avait un nom à consonance maghrébine. Donc voilà, je trouve ça tellement dommageable. Après, une fois de plus, il ne faut pas généraliser. Il y a des patrons qui sont très ouverts, très tolérants, très humains tout simplement. Mais c'est une réalité, c'est un handicap. Alors attention, hein, cet handicap il peut être, comment dire, par rapport à la nationalité, par rapport aux origines, mais il peut être aussi par rapport au fait que vous soyez gros, au fait que vous soyez moche, au fait que vous soyez une femme. Et oui, ça existe. Les discriminations, c'est pas que des discriminations entre guillemets raciales. J'aime pas du tout ce mot-là parce que pour moi il n'y a qu'une seule race, c'est l'homme. Mais voilà, il y a différentes discriminations que je ne peux pas supporter. Voilà. Donc mon travail c'est quoi? Alors mon travail, si je pouvais en faire une petite définition, c'est d'aider au mieux à ce que chaque jeune puisse assumer son histoire, ses traumatismes, aussi douloureux soient-ils. Ils ont existé, ça a été fait, la douleur est là certes, mais c'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Et donc moi mon idée c'est comment peut-on sublimer ce mal en un bien? Comment cette détresse, cette souffrance, ces traumatismes peuvent se transformer en quelque chose de positif, en une force quelque part, de combat, qui puisse justement aider à controverser, à inverser ce qui était peut-être prévu si on ne faisait rien, et avoir du coup un destin un peu plus favorable, et en tout cas voilà une envie, enfin, c'est très important, c'est cette envie que j'ai de projeter justement moi-même de l'envie et du désir sur ces jeunes, et qu'ils puissent avoir les armes pour pouvoir évoluer correctement dans cette société. Être heureux. Alors voilà, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est quoi être heureux? Oh là là. Il y en a pour qui ça va être actionnaire. Donc ça c'est pas mon truc. Il y en a pour lesquels ça va être avoir une belle vie de famille, ça c'est déjà plus mon truc. Il y en a ça va être avoir de jolies motos, pourquoi pas. Enfin voilà, chacun trouve son bonheur là où il a envie de le trouver par rapport à sa conception du bonheur. Moi ce que je veux aussi, c'est qu'à la sortie, ces jeunes-là, à la sortie des foyers ou qu'ils soient placés dans n'importe quelle autre structure, puissent déjà être mieux dans leur peau qu'avant d'y rentrer. Rien que ça déjà, pour moi ça serait quelque chose de positif. Alors la loi, nos missionnaires vont nous demander peut-être effectivement des résultats un peu plus, comment je pourrais dire, matériels, enfin pas matériels mais probants, dans le sens où une insertion socio-professionnelle, un travail, une scolarisation, le fait d'avoir renoué des liens avec ses parents, ça c'est du concret. Mais des fois c'est plus subtil que ça, c'est plus invisible que ça. On n'est pas à l'intérieur de la psychologie de ces gamins-là. Et voilà. Alors après, voilà, c'est des critères qui sont quand même effectivement importants, même très importants, mais je ne compte pas que sur cela. Ils font partie des critères, mais pas que. Voilà, donc si je peux donner une petite définition de ce que je mets, comme moi en tout cas, comme déontologie, comme philosophie dans mon travail, c'est aider ces jeunes à croire en eux, aider ces jeunes à, comment dire, à se projeter les plus positivement dans l'avenir et surtout se dire, moi aussi j'ai ma place, je suis un citoyen, moi aussi j'ai ma place d'acteur social, moi aussi j'ai le droit de penser, moi aussi je peux débattre sans combattre. Alors, on peut aussi combattre en débattant, mais voilà, la révolution oui, d'accord, mais pour l'évolution dans ce cas. Un petit V, je ne sais pas s'il m'a vu, Mister Kawasaki vert,
J'adore le verre Kawasaki, terrible. Donc voilà. Alors après, un phénomène qui est très important, et je pense que j'arrêterai là-dessus parce que je ne vais pas non plus faire une thèse sur mon métier. Moi, ce que je remarque, avec mon expérience à moi, et puis un petit peu de sociologie, un petit peu d'histoire, un petit peu d'épistémiologie, il faut quand même noter quelque chose. Je vais dire une seule phrase, après je la développe. La délinquance des adolescents, la délinquance juvénile, est avant tout un problème d'adultes. Voilà. J'ai tout dit, j'ai jeté le pavé dans la mare, mais je l'assume entièrement. Développement. Nos politiques qui créent les lois, des fameuses lois qu'on doit, nous, les citoyens, absolument respecter, sont souvent, alors pas tous, mais en tout cas, ça explose un peu de partout, sont souvent les premiers à bafouer les lois, à en faire ce qu'ils en veulent, et à du coup complètement les décrédibiliser. Il y a encore eu l'affaire des Panama Papers, ça vous avez dû voir dernièrement. Voilà. Ces politiciens nous demandent de faire des efforts, alors que eux baignent dans l'or, baignent dans le fric, font ce qu'ils veulent. La politique, ça ne sert plus du tout à aider le peuple. Vous savez, l'étymologie de politique, c'est police qui veut dire le peuple. Donc théoriquement, les politiques au service du peuple. Moi, je crois qu'on est arrivé à un système où c'est plutôt le peuple au service des politiques. Du coup, compliqué pour nos gamins de croire dans la véracité, dans la crédibilité des lois, quand ceux qui les créent eux-mêmes sont les premiers à en faire n'importe quoi. Premier point. Deuxième point, le travail. Alors, ces gamins qui vont pas très bien sont souvent issus de milieux défavorisés, sociologiquement défavorisés, économiquement défavorisés. Et quand on voit les parents qui ne travaillent plus parce qu'il n'y a plus de boulot, parce qu'ils sont fait virer, parce que justement les actionnaires ont décidé de délocaliser pour se faire plus de fric, il est compliqué à un jeune de donner une valeur dans le bon sens du terme, une valeur travail. Je dis merci. Comment dire, une valeur travail réelle. Surtout quand on est payé à peine le SMIC et que justement vos grands patrons, alors il y a des petits patrons que je respecte tout à fait, mais surtout quand les grands patrons se gavent de millions, de milliards, tout ce qu'on veut. Salut à tout le monde. Donc voilà, l'actionnariat c'est de pire en pire et du coup ces petits jeunes ont vraiment du mal à se dire moi je vais bosser dur pour gagner 1100 € alors qu'il y a des gros salopards qui virent leurs parents pour pour pouvoir délocaliser ailleurs et se gaver de thunes encore plus. Donc ça c'est assez compliqué quand même. Donc du coup la politique commence à être décrédibilisée, les grandes entreprises, en tout cas les grands patrons du CAC 40 sont complètement décrédibilisés. Quand j'entends le président du MEDEF qui dit que c'est normal que des patrons de Peugeot, Citroën, tout ce qu'on veut, s'augmentent de la moitié de leur salaire, hein, c'est-à-dire on passe de 2 500 millions d'euros à 5 millions et qui dit c'est normal, ils ont bien travaillé, j'ai envie de dire aussi les travailleurs aussi ils ont bien travaillé. Et les petits jeunes qui rentrent dans le monde du travail aussi ils ont bien travaillé, mais eux ils touchent quasiment rien en plus et c'est pas normal. Voilà, deuxième partie, la troisième partie, écoutez, c'est con à dire, mais malheureusement il y a eu des actes un petit peu on va dire aussi délictueux de la part de nos services de l'ordre. Il y a eu beaucoup de comment je pourrais expliquer ça, le terme exact, quand les flics ils font des conneries, j'ai un trou de mémoire. Bon bref, des flics qui se sont retrouvés dans des histoires sordides. Voilà, donc j'arrive pas à trouver le terme exact. Bon, ça me reviendra, c'est vraiment dommage. Bon voilà, en tout cas la police qui peut faire aussi des conneries, des actes délictueux tout simplement. Alors effectivement, c'est une toute petite minorité, mais malheureusement ça peut suffire d'exemple parce que la police elle-même commence à être décrédibilisée auprès des citoyens. Voilà, et puis il y a le corps professoral, l'éducation nationale. Effectivement, qu'est-ce qu'on a vu aussi dernièrement? On apprend que certains, alors évidemment, attention que je pèse mes mots, c'est même pas 1%, c'est même pas 1/10 de %, c'est rien du tout. Il n'empêche que certains professeurs, instituteurs ont posé des actes de pédophilie, ça s'est avéré. Et ça aussi, ça a fait très mal à la profession. Donc en gros, voilà, les politiques, le monde du travail, les services de l'ordre, la justice, donc aussi quelque part, l'éducation nationale, étaient des piliers il y a encore quelques dizaines d'années qui tenaient, qui rassuraient, qui tenaient, qui protégeaient la population, les citoyens. Et ces piliers-là se sont quand même sévèrement cassés la gueule, se sont sévèrement décrédibilisés, délégitimés aux yeux du peuple.
Je crois que ça n'aide absolument pas un jeune à se projeter et à se dire moi aussi je vais être honnête dans un monde où malheureusement plus on est un requin, plus on réussit et plus on est reconnu. Oui, c'est triste à dire mais je l'assume, plus on est un requin dans ce monde actuel, plus on est aimé et reconnu. C'est vraiment très triste. Voilà, l'humain est devenu une espèce de... je sais pas comment dire, mais voilà, une espèce de... C'est Hobbes qui disait, le philosophe, l'homme est un loup pour l'homme. Bah voilà, on se bouffe les uns les autres, le pouvoir, l'argent, voilà, c'est vraiment triste quoi. Donc voilà, c'était une petite partie pour un petit peu expliquer aussi, moi c'est ce que j'écoute hein, dans les propos des jeunes, même s'ils ne le disent pas avec cette même analyse, mais en tout cas ça ressemble à ça quoi. Pourquoi moi je ferais bien, pourquoi moi je ferais des efforts, alors que ceux qui commandent, ceux qui nous guident, sont malheureusement les pires salopards. Pas tous, mais ça existe. Voilà, donc c'est très compliqué de, comment dire, j'aime pas le mot éduquer, mais d'aider les jeunes, de leur donner l'envie d'être un acteur social quand justement cette société commence à être de plus en plus malsaine, de plus en plus pourrie, et du coup ça donne pas tellement envie quoi. Alors effectivement, il y a eu 1789, et ben les jeunes ils se révoltent un peu comme ils peuvent quoi, avec leurs moyens qu'ils ont, donc en refusant ce système, alors certes n'importe comment, en cassant tout des fois, en faisant des actes irréparables, vraiment c'est absolument du n'importe quoi, de la violence extrême. Je ne cautionnerai jamais, j'ai bien dit jamais, mais je peux comprendre pourquoi quand on est dans la désespérance, dans la détresse, dans ce fameux désespoir du futur. Un jeune m'a dit un jour, je sais ce que c'est que le futur, mais j'ai pas d'avenir. Ça veut tout dire quoi. Voilà. Le futur oui, mais moi j'ai pas d'avenir. Voilà. Très compliqué, très compliqué. Heureusement il y en a qui vont bien et qui se bougent le cul et ça c'est très très bien. Ils ont cette chance là. Alors je sais plus quel psychanalyste avait dit la vie c'est aussi une histoire de choix. C'est-à-dire que dans la vie on a beau venir de n'importe où, d'un bon milieu ou d'un mauvais milieu, il faut faire des choix. Et les choix c'est aussi se sortir les doigts du cul pour s'en sortir, pour mettre tout ce qu'on peut en place pour optimiser une vie meilleure. Voilà. Bon bah écoutez, alors sinon oui, je finis directement, après on n'en parle plus. Qu'est-ce que j'y vois aussi moi dans ma façon de travailler. Alors je vais vous donner quelques termes, quelques mots qui sont un peu la recette de mon travail. C'est empathie, écoute, compréhension, respect, confiance, autorité, mais non pas autoritarisme. L'autorité c'est tacite, c'est-à-dire que vous mettez les choses en place pour que le jeune ait vraiment envie de vous écouter. Et donc pour qu'il y ait tout ça, il faut aussi de l'affection et de l'amour. Et ça, je l'assume aussi à 100%. Alors l'amour et l'affection, c'est distancié, hein, évidemment. Hein. J'ai une fameuse équation, quand un jeune approche trop, je recule d'un pas. Quand il recule d'un pas, c'est moi qui me rapproche. Comme ça, la distance affective reste la même. Mais en tout cas, il y a une forme d'affection pour eux. Faut pas oublier que c'est souvent des jeunes très carencés, affectivement. Un père souvent absent, soit il n'est pas là, soit il est là, mais il sert à rien. Regardez un petit peu Pascal le grand frère, vous verrez que le père il est souvent à l'ouest, ou alors plus du tout là quoi. Donc voilà, je trouve que ces mots sont très importants. Pour résumer, ça serait un équilibre entre amour et autorité. Si vous donnez de l'amour, vous êtes autoritaire. Autoritaire dans le bon sens du terme. Si vous n'êtes que autoritaire, il ne pourra rien se passer. Voilà, bon bah écoutez, voilà un petit peu comment je travaille, voilà un petit peu ma philosophie de vie, voilà un petit peu ce que je vois dans ce métier-là. Je vais vous laisser, je vais retrouver Mink là, on va se faire une petite balade, comme il fait beau aujourd'hui, un petit peu frais mais il fait beau. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé, j'espère que, voilà, c'est pareil, hein, c'est une vision que je propose, je l'impose pas, c'est la mienne, je respecterai si la vôtre est différente, mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je suis et je crois que ça sera pour la vie. Voilà, donc un petit message aussi, toujours important. Faites super gaffe, soyez toujours bien équipés, surtout les plus jeunes qui font des fois un petit peu n'importe quoi. J'ai encore vu tout à l'heure là, tout à l'heure c'est hier ou avant-hier, un gamin qui était en scooter avec un short en plus il fait super froid encore donc je comprends pas trop. Donc voilà, faites super gaffe, même nous les confirmés, enfin quoi je suis pas encore super confirmé, je sais pas combien qu'il faut donner de moto pour être un motard confirmé, mais en tout cas voilà, que tout le monde fasse super gaffe, qu'on puisse tous être en vie pour continuer à faire de la moto. Et comme je dis tout le temps, la moto oui, mais la moto pour la vie. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous à tous et puis ride safe à tous. Allez, tchuss.